Hey citoyennes et citoyens, vous le savez, il y a plein de choses que je déteste. L'hiver, le remake de FF7, le fascisme, mais il y a un truc que je hais vraiment, c'est les putains de chats. Et ça tombe bien, parce que Métal Hurlant vient de sortir un numéro hors série spécial à leur sujet. Métal Hurlant, c'est une revue culte fondée dans les années 70 par Dionné, Drouillet et Moebius. Et pour dire les choses clairement, sans elle, de nombreuses œuvres mythiques de la SF auraient eu une autre gueule, voire n'auraient même pas existé, puisque de grands noms tels que Guillermo del Toro ou encore James Cameron ont revendiqué un héritage direct à ce magazine. 300 pages de BD, d'histoires courtes, d'articles, d'interviews, de la diversité et de la qualité. On se fout vraiment pas de votre gueule, et il fallait au moins ça pour parler de saloperies qui hésitent pas à vous griffer sans raison ou qui mangeront très rapidement votre cadavre si vous deviez mourir devant eux. Les chats dans la BD, les chats dans les jeux vidéo, dans la science-fiction, dans l'art, dans l'histoire. Si vous kiffez les chats, il y a tout dans ce numéro. Mais est-ce que vous saviez qu'ils étaient certainement un danger pour la biodiversité en tuant environ 75 millions d'oiseaux par an? Et oui, ça valait bien le coup de se mettre à pisser sous la douche. Vous pourrez vous procurer ce numéro soit en l'achetant directement au kiosque et librairie, mais le mieux, ça reste de vous abonner via le lien dans la description. Ainsi, vous pourrez bénéficier d'une réduction jusqu'à 20% par magazine. Allez, faites-vous plaisir. Et maintenant, votre émission. Il y a des œuvres qui marquent, qui laissent une trace indélébile. En bien ou en mal d'ailleurs, mais quoi qu'il en soit, vous ne les oublierez jamais. J'ai eu maintes fois l'occasion de vous parler de certaines d'entre elles. D'autres non, ou pas encore. Et j'espère sincèrement en découvrir de nouvelles régulièrement dans le futur, afin d'entretenir cette flamme, cette envie de partager avec vous notre passion commune. Rick et Morty fait partie de ces œuvres spéciales. Découverte sur le tard, 2 ans après sa sortie initiale, je ne savais pas alors que j'allais rentrer dans un monde particulier. Hey, soleil sur vous, citoyennes et citoyens. Bienvenue sur le Nexus 6, je suis le capitaine. Depuis quelque temps, j'ai le sentiment qu'il est de plus en plus difficile d'innover en science-fiction. De nombreux observateurs du genre soutiennent que depuis les années 80 et l'apparition du cyberpunk, il n'y a rien eu de nouveau en SF. Il y a bien eu des évolutions de genre existants, le New Space Opera, le steampunk, le solarpunk, le dieselpunk, le formicapunk même, mais il est vrai que j'ai le sentiment qu'il n'y a pas eu l'apparition d'un véritable nouveau paradigme dans notre genre préféré. Rappelons-le, la SF est tributaire des évolutions de l'histoire et de la société. La conquête spatiale a donné naissance au space opéra, la guerre froide au post-apo, l'informatique au cyberpunk. Et force est de constater que depuis la généralisation de l'ordinateur et d'internet dans les foyers, il n'y a pas eu de changement aussi radical de la société humaine. Tenez, même les 3 prochains grands événements qui vous attendent, à savoir l'effondrement écologique de votre planète, l'avènement de l'IA sentiente et l'invasion des Xarlax de 2039 ont tous déjà été prévus, comptés et explorés d'une manière ou d'une autre en SF. Il y a donc peu de chances qu'il crée de nouveaux genres à part entière. On serait donc tenté de dire que la science-fiction ne sera à partir de là que répétition, une succession de réinterprétations des mêmes thématiques et des mêmes univers. Mais cette posture autocritique, d'un genre qui par nature a pour vocation d'interroger le monde, eh ben je la trouve positive. Ça prouve clairement que la SF ne se laissera pas aller, qu'elle ne restera pas sur ses acquis. Parce que c'est pas une question que se posent les autres genres, ou peu. La fantasy, le polar, les comédies romantiques, tout ça ne s'autoflagelle pas en permanence en se demandant où ils vont. Ils continuent d'exister, envers et contre tout. Mais au-delà de cette considération, il y a la question de la manière. Eh ben oui, on peut se répéter thématiquement, ou en termes de cadre, mais proposer une relecture qui va changer la donne. Une relecture qui pourra s'exprimer sur de nombreux aspects, de nouvelles propositions en termes de direction artistique, un montage innovant, des costumes particuliers, un style de dessin propre, une réalisation qui sort des carcans habituels ou qui utilisera des règles établies d'autres genres pour surprendre le public. Les œuvres ne se définissent pas uniquement par leur genre. Elles sont multiples, le résultat d'un ensemble de facteurs qui font leur spécificité. Même lorsqu'elles sont hyper référencées, elles peuvent avoir leur propre identité. Une chose que je trouve très difficile à définir. À quel moment peut-on décider qu'une œuvre digère ses références et qu'une autre tient plus du pastiche? Qu'est-ce qui explique que Mars Express réussisse à se distinguer alors même que des inspirations telles que Ghost in the Shell ou d'autres sont assumées et évidentes, là où un Rebel Moon n'y parvient pas? Pourquoi ici cela paraît trop gros? J'ai pas la réponse exacte, et ce sera un sujet qui méritera d'être creusé à l'avenir. Et ce que je sais par contre, c'est que la série d'animation Rick and Morty, elle, a largement réussi à imposer un style propre, et ce malgré le fait qu'elle est une ode à l'ensemble des œuvres des 150 années qui l'ont précédée. Celle de la science-fiction bien sûr, mais aussi de l'horreur, du fantastique, de la fantasy, et en fait de toute la création tout court, maintenant que j'y pense. Rick et Morty est une série d'animation commencée en 2013 et constituée de 7 saisons à votre époque. On y suivra les aventures de 2 personnages éponymes, Rick et Morty. Donc, un grand-père scientifique, dépressif, alcoolique et misanthrope, et son petit-fils peu à l'aise dans ses baskets et influençable. Ils seront également accompagnés par le reste de leur famille, qui prendront de plus en plus d'importance au fur et à mesure de la série. Beth, la mère, une femme pétrie de talent, et qui a le sentiment de ne pas être à la place qu'elle mérite. Jerry, le père, gentil,
joli mais mou. Et Summer, la sœur, une jeune femme que l'on pourrait croire superficielle au départ, mais qui se révélera bien plus forte qu'on ne l'attendait. Tous vivront de folles aventures à travers l'espace et le temps, rencontrant de nombreux personnages hauts en couleur, faisant face à des situations aux choix terrifiantes ou loufoques. Rick, bien qu'humain, est une sorte de demi-dieu, certainement l'une des personnes les plus intelligentes de l'univers. Il se pose comme un être intouchable, virtuellement immortel, que rien n'atteint. Ses caractéristiques feront souvent de lui l'élément perturbateur du récit. Profondément antisocial, il embarquera souvent Morty dans ses délires, aux grandes dames de ce dernier. Morty, lui, sera régulièrement un contrepoint intéressant au caractère sans concession et cynique de son grand-père. Pourtant, et c'est là l'une des grandes forces de la série, les deux personnages évolueront sans cesse, échangeant des fois de place, puis revenant à leur point de départ, pour mieux s'enfoncer dans leurs certitudes ensuite. Bref, les personnages ne sont pas monolithiques, même si d'une manière générale, Rick sera plutôt l'électron libre, en mouvement perpétuel, et Morty, ce noyau statique. Je parlais donc de références, et pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas la série, a priori il y en a au moins une qui vous aura sauté aux yeux. Les personnages sont inspirés de Doc et Marty de Retour vers le futur. Oh bah j'ai fait mes recherches, hein. C'est du boulot, hein, d'écrire un épisode de Nexus 6. Faut pas croire. Une inspiration de façade, puisque s'il s'agit bien dans les deux cas de duo d'un vieux et d'un jeune avec certaines caractéristiques physiques communes, la comparaison s'arrête là. C'est sur d'autres aspects que la série va plus loin. Il y aura des clins d'œil directs, comme Mad Max, Saw, Zardoz ou encore Alien, pour ne citer que ces exemples. Les titres des épisodes feront systématiquement référence à des œuvres connues. Big Trouble in Little Sanchez, Rattlestar Rick Lactica, Gotron Genesis Rick Vangelion. Enfin, des fois, c'est aussi dans la mise en scène que l'hommage se fera. Tout ceci est parfaitement assumé par les créateurs de la série, qui prennent un malin plaisir à puiser leurs inspirations dans absolument tout ce qui a dû créer et entretenir leur sensibilité artistique et intellectuelle. L'objectif est de se servir de ces références populaires qui installeront le public dans une situation de confort, afin de mieux les déstabiliser ensuite. En effet, la série foisonne d'idées et de concepts de science-fiction qui seront poussés à l'extrême, des fois juste pour le plaisir de la vanne. Autrefois, dans un réflexe un peu sale gosse, il s'agira de choquer. L'un des moments qui m'a le plus marqué restera celui de l'épisode 5 de la saison 3. Jerry et Rick se retrouvent dans un parc d'attractions entouré d'un champ de force permettant de ressusciter immédiatement en cas de décès. Une technologie propice à tous les excès, et c'est peu dire car à un moment, nous verrons un frère et une sœur se tirer dessus avec un flingue. S'amuser à tuer dans un jeu morbide, qui plus est quelqu'un de sa propre famille, et en plus, ce sont des enfants, eh ben nous sommes face à quelque chose d'autrement immoral. La scène, elle s'attarde même pas beaucoup dessus. On prend cet événement comme il vient, et aussi vite qu'il nous aura dérangé, eh ben on nous rassure en nous montrant qu'il n'y a pas de conséquences. Humour, le côté malin de l'idée, tout est là. Mais c'est pas fini. Un peu plus tard, le système de résurrection est détruit, et alors... C'est tout. Rien de plus. On ne reverra jamais ces personnages, mais juste en 5 secondes chrono, la série nous met un uppercut dans le ventre. Et c'est pas gratuit, il y a de nombreuses leçons qu'on peut tirer de ce moment, aussi fugace soit-il. Action, réaction, acte répréhensible, conséquences terribles qu'il faudra assumer. La série vous enchaînera souvent la gueule comme ça. Ce moment où Rick dit à Morty de le couvrir, et face à son refus, lui ment en prétextant que ce sont des robots. Someone call his wife and children! They're not robots, Rick! It's a figure of speech, Morty. They're bureaucrats. I don't respect them. Il y a un vrai propos qui est tenu ici. Une vision du monde que Rick impose à son petit-fils. Il s'agit du tout premier épisode de la série. Rien qu'avec cet échange, on aura tout compris des personnages, de leurs valeurs et du ton que la série va avoir par la suite. Un esprit de liberté, irrévérencieux, c'est ça qui m'a le plus marqué dans Rick and Morty. Dans toutes ses composantes, la série s'affranchit des barrières. Et ça, c'est grâce à un élément du récit qui pourrait être considéré comme un personnage à part entière, le Portal Gun. Rick est indissociable du Portal Gun, cet appareil qui lui permet de se déplacer entre les dimensions. Une aubaine scénaristique et créative, car de fait, il n'y a plus aucune limite. Pourquoi pas un monde où il y a des gens qui sont des téléphones, qui téléphonent avec des gens et qui commandent des sofas à manger assis sur des pizzas. Et oui, il y a un vrai plaisir à mettre en scène les idées les plus farfelues. C'est gourmand, tout simplement. Et ça fait un bien fou. Surtout malgré le statut culte qu'a acquis la série, j'ai le sentiment qu'on minimise grandement l'impact qu'elle a dû avoir sur les imaginaires des années 2010 et 2020. Je suis persuadé qu'elle n'est pas étrangère à l'explosion de la thématique des multivers dans la pop culture les années suivantes. À minima, au niveau de certaines inspirations d'ordre esthétique. Merde, pour autant que je sache, les épisodes adulés de la télévision transdimensionnelle, qui nous permettent de zapper entre des programmes les plus étranges les uns que les autres, ont peut-être même influencé l'apparition
l'excitation et le succès de TikTok, avec ce plaisir que l'on ressent à swiper sans savoir sur quoi on va tomber. De la merde, très souvent. Ou des choses sans grand intérêt pour une évolution positive de l'intellect humain. Bon, stressez pas, je troll un peu, il y a aussi des choses merveilleuses sur cette plateforme. D'ailleurs, il y a un TikTok Nexus 6. Il sert que à mettre des extraits des vidéos YouTube pour le moment, quand j'en mets, mais n'hésitez pas à follow, ça soutient toujours, et puis bon, on sait pas ce que ça pourrait donner à l'avenir. Bref, influence sur le MCU, création de TikTok, là j'affabule un peu, je vous l'accorde, mais il y a une chose dont je suis sûr, c'est que sans Rick and Morty, il y a un film qui n'aurait jamais vu le jour, et ce film, c'est Everything, Everywhere, All at Once. La pépite de SF de 2022, que je vous conseille grandement, même si je suis sûr que 90% d'entre vous l'ont vu. Histoire touchante d'une mère qui cherchera à sauver ce qui est important pour elle en se connectant à des réalités alternatives. Un très bon film, à la fois dans ses atours, comme dans ses thématiques, et surtout, il y a tout ce qui fait la saveur de Rick et Morty dedans. Univers parallèle, action déjantée, des personnages forts auxquels on s'attache, des références, et de l'absurde. De l'absurde, de l'absurde, de l'absurde, de l'absurde, de l'absurde à ne plus savoir qu'en faire. Une absurdité héritière, j'en suis persuadé, de celle de la série animée de Cartoon Network et qui explique le succès des deux œuvres. Pourquoi cette fascination pour l'absurde? Qu'est-ce qui nous plaît tant dans ce chaos total qu'on nous assène à grands coups d'effets de montage? Le misanthrope en moi aurait tendance à dire que c'est sûrement lié à la baisse de la capacité de concentration des humains du 21e siècle qui ont besoin de stimuli toutes les 15 secondes, hein? Sinon, ils décrochent. Et pour ça, faut parler fort et faire de grands gestes, sous peine de finir dans les tréfonds du web et d'être oublié pour toujours. Mais je ne pense pas que ce soit le cas. Car ce qui caractérise en premier lieu cette absurdité commune aux deux œuvres, cette folie créative, cette liberté, eh bien c'est qu'elle est au service d'une quête qui définit concrètement leur thématique principale, la quête de sens. Vous l'avez, la thématique, c'est comme les titres des épisodes de la série qui sont des jeux de mots. Et c'est ce qui me pousse à croire que les créateurs de Rick et Morty, tout comme ceux de Everything Everywhere All at Once, ont certainement lu Albert Camus, et notamment sa philosophie de l'absurde, ou l'absurde camusien. En effet, chez Camus, il y a cette confrontation entre le caractère irrationnel du monde, en ce sens où il ne répond pas aux injonctions et aux attentes humaines, et le besoin inhérent à tout être humain de trouver un sens à son existence. C'est l'inconciliabilité entre les deux qui crée l'absurdité et qui devient leur lien. Ils les scellent l'un à l'autre, comme la haine seule peut river les êtres, disait-il. Ce qui est une phrase qui pète la classe, faut l'avouer. Et dans Rick and Morty, cette absurdité de l'existence, elle s'exprime donc non seulement dans cette diversité de concepts complètement barrés qu'on nous propose, mais aussi dans le mal-être des personnages principaux, et notamment de Rick, qui se complaira bien souvent dans celui-ci, au point de s'enfoncer dans le nihilisme le plus primaire. Mais c'est là où entrent en scène tous les autres personnages de la série, et notamment Morty qui sera souvent une voix plus optimiste face à ça. Malgré le fait qu'il acceptera clairement l'absurdité totale de nos vies. Nobody exists on purpose. Nobody belongs anywhere. Everybody's gonna die. Come watch TV. Bien souvent, dans une démarche plus existentialiste, il encouragera les autres à créer leur propre sens et leur propre valeur. De fait, même si l'on retient souvent la position nihiliste et cynique de Rick, c'est clairement ce qui m'avait attiré au début, eh bien je ne pense pas que la série le soit. Une personne qui aurait atteint un tel niveau d'existence devrait être peu touchée par les affres de la vie. À la limite, seules des considérations inhumaines, hors de notre champ de compréhension, pourraient l'intéresser. Mais Rick, malgré son pouvoir, reste un être humain. Et en cela, il continue à être esclave de ses émotions. De fait, il semble détester la vie, en souffrir, et régulièrement, il voudra en finir. Mais ce n'est pas une réalité immuable. Après tout, même après être mort d'innombrables fois, il continuera à revenir et à partir aux quatre coins de la galaxie pour vivre de folles aventures avec son petit-fils. Malgré cet air désabusé qu'il affiche, il poursuit son chemin, se crée de nouveaux souvenirs et montre régulièrement que les choses l'atteignent. Car oui, des choses comptent encore pour lui. Par sa simple existence, qu'il refuse de lâcher, il continue envers et contre tout à créer du sens. Un sens qui nous est propre à chacun. Et pour Rick, il s'agit peut-être de tout simplement kiffer la vie autant que possible, dans une sorte de dévoiement total de la morale marvélienne où un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Rien à foutre, mon gars! Un grand pouvoir implique les responsabilités qu'on se choisit. À quoi bon être tout puissant si c'est pour rester enfermé dans les carcans sociétaux que l'on nous impose? Une façon de penser attirante, mais qui dans les mains d'un égocentrique absolu serait dangereuse. Sauf que par chance, Rick continue à aimer, à faire preuve d'empathie, et s'il se rendra des fois coupable d'actes moralement discutables, dans le grand schéma des choses, il choisira ce que nous pourrions toutes et tous appeler le bien. La nature réelle de notre raison d'exister, à mon avis, on ne la connaîtra jamais. À part peut-être dans la mort, pourquoi pas, mais on en arrive à parler religion, et vous connaissez ma position à ce sujet. Mais là on touche certainement quelque chose du doigt, c'est justement dans nos émotions. Le simple fait de les ressentir est un sens en soi, le fait de les partager avec d'autres aussi. C'est une victoire.
celle de la vie sur le rien. Et ce n'est pas anodin que nous soyons constamment à la recherche de ces émotions. La raison profonde de tout ça reste inaccessible, mais le moyen de le trouver est là, enfoui en nous, au fond de notre cerveau, de nos tripes, de notre cœur. Une leçon que nous enseignent Rick et Morty à chaque épisode. Vous l'aurez compris, j'aime beaucoup cette série, et je conseillerais à tout le monde de la regarder, peut-être même surtout celles et ceux qui n'aiment pas la SF. Elle n'a pas son pareil pour toucher là où ça fait mal, là où ça fait triste, là où ça fait rire. Une série profondément humaine en somme, qui mérite toute votre attention. Merci pour votre écoute, citoyennes et citoyens. J'espère que cette émission vous aura plu. Je vous avais teasé une vidéo sur une série animée la dernière fois, mais j'avais complètement zappé que celle-ci était prévue, donc en fait, je parlais pas de Rick et Morty. Restez branchés dans les mois qui viennent pour découvrir de quoi je parlais. Merci pour votre soutien, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche si c'est pas déjà fait, et surtout à nous soutenir sur Tipeee, si vous estimez que le Nexus 6 doit continuer à ravoler. Soleil sur vous, et à très bientôt sur le Nexus 6. Ciao.